Salutations amis rôlistes. Certains font des critiques de livres, d'autres des critiques de films, d'autres des critiques de manga. Nous allons faire des critiques de livres de jeux de rôle. Et pas n'importe lequel, puisque nous allons aborder le premier jeu de rôle que nous avons acheté, et celui sur lequel nous avons fait nos armes, j'ai nommé Westland, les Terres Gâchées. Westland est un jeu de rôle sorti en 2011, c'est le premier jeu du département des sombres projets, c'est également eux qui ont fait Mournblade en 2013, et c'est sans aucune transition que nous allons aborder la première partie de cette critique. Le monde que vous connaissez a sombré dans des guerres dévastatrices causées par la puissance sans limite des prodiges. 1000 ans plus tard, après les ravages et l'oubli, les survivants rassemblés autour du détroit connaissent des jours sombres. Les cartes sont perdues, les savoirs oubliés et les terres malades. Les nains, retranchés dans leur ville fortifiée de Corbuz, les Scroungers, hommes rats, nés des manipulations des prodiges, et les imprévisibles kobolds peuplent le mal-royaume, aujourd'hui livrés aux appétits des seigneurs de guerre humains. La magie clandestine des psycheurs et de la technologie de l'IR sont condamnés par les inquisiteurs de la rédemption, qui érigent partout leurs bûchers. Les Icelander, de redoutables hommes-bêtes du Nord, déferlent sur des côtes mal défendues. Mais en Bretagne, l'héritier d'Arthur fait naître de nouveau l'espoir. Bon ok, j'ai juste lu la 4e de couverture du bouquin, mais en gros ça résume plutôt pas mal l'univers. En même temps, c'est le but d'un texte d'ambiance. Dans Westland, vous jouez des voyageurs, des êtres marginaux qui sont les derniers ponts entre les différentes communautés, villes ou villages qui peuplent le mal-royaume. Il y a 4 races jouables. Premièrement, les humains. C'est celle qui est en plus grand nombre, c'est la race supérieure et c'est celle qui occupe également les positions de pouvoir. Ne pas jouer un humain dans Westland, c'est s'exposer à un racisme non dissimulé et parfaitement légitime. Les nains, physiquement proches de ceux qu'on peut voir dans d'autres univers, ils ont cependant la particularité d'être les meilleurs inventeurs et d'être plutôt savants. Les Scroungers, des hommes rats plus que méprisés des humains. Ils ont un penchant pour le désordre et la crasse, mais sont néanmoins utiles pour effectuer des tâches particulièrement ingrates ou pour dénicher des trésors. Les kobolds, quant à eux, sont des petits êtres fragiles qui seraient réduits à néant si leur pouvoir magique et la chance qui les accompagne n'intimidaient pas ne serait-ce qu'un peu les humains. Ils ont en effet accès à des pouvoirs nommés la kobolderie qui leur permet de jouer des tours qui peuvent s'avérer redoutables. En plus de ces races, le voyageur est également influencé par le métier. Il en existe une 20aine dans le bouquin, allant du Westlander au boxeur en passant par le psycheur. Les psycheurs justement, parlons de ces derniers. Vous noterez la transition quasi parfaite. Les psycheurs sont non seulement l'un des métiers proposés, mais également un élément essentiel de l'univers. Ils sont en quelque sorte les résidus des prodiges. Ils ont acquis des pouvoirs qui en font d'eux des parias, en plus de leur manifestation d'hubris. Ces dernières sont en quelque sorte des modifications physiques ou mentales qui vont altérer la façon de jouer du psycheur. Par exemple, il peut avoir une malformation physique toute simple qu'il va devoir dissimuler, ou alors être complètement paranoïaque. Cependant, certaines communautés, bien que méfiantes, peuvent avoir besoin de commercer ou nécessiter les services d'un psycheur. Ils ont alors une place plutôt ambiguë. Cependant, il est toutefois vivement conseillé de se cacher lorsqu'on est psycheur, genre vraiment. Mais Westland, c'est avant tout un univers fourni qui laisse une place importante à la géopolitique et aux guerres de territoire. En lisant le livre de base, il est en effet assez facile de trouver des tas d'idées de scénarios, que ce soit l'église de la rédemption qui souhaite imposer sa domination, le conflit entre Aelgir d'England et Arthur VIII de Talleyrand, l'attaque des noyés sur les côtes, ou encore l'invasion des Icelander. Ce sont des espèces de grosses brutes sanguinaires qui terrorisent la population, c'est donc facile de trouver de quoi faire. Cependant, Westland reste selon moi un univers de survie où l'exploration de ruines d'antan peut s'avérer à la fois capitale et mortelle, car entre les créatures, les maladies, les conditions météorologiques, il ne fait pas vraiment bon de s'éloigner trop loin dans les terres gâchées, sauf si vous êtes cependant un voyageur à la recherche de ressources inattendues ou des exploits mémorables. Le département des sombres projets a développé son propre système de règles qui se nomme le Choose Your Dice System, ou alors le système Choisis ton dé. Grosso modo, il consiste à franchir un seuil de difficulté imposé par le maître du jeu en additionnant le résultat du dé à une stat d'un personnage. Jusque là vous me direz, rien d'original, et là je vous répondrai, eh bien si mon petit gars, puisque tu as le choix du dé à lancer, d'où le nom du système. Vous avez donc le choix entre un dé 10 ou un dé 20, là vous me direz on va toujours utiliser le dé 20, oui et non. Parce que le dé 20, tous les chiffres impairs valent 0, et si vous faites 1 ou 11 sur le dé 20, c'est considéré automatiquement comme un échec critique. Donc le dé 20 représente à la fois une prise de risque, mais également la tentative de faire un coup d'éclat.
En parlant d'éclat, les joueurs ont à leur disposition deux ressources qui vont un peu les aider dans leur aventure, les points de bonne aventure et les points d'éclat. Les points de bonne aventure vont les aider en leur permettant de leur donner un petit bonus, de relancer un dé ou de leur donner un petit peu de chance. En revanche, les points d'éclat sont eux beaucoup plus puissants et vont leur donner des bonus assez déments, annuler une blessure, doubler le résultat du D20, enfin ça va vraiment permettre de mettre en avant leur personnage sur une action. Niveau combat, pour toucher un adversaire, il faut franchir sa stat de défense. Pas de parade ni d'esquive donc, c'est donc cette stat de défense qui va définir si oui ou non votre personnage a réussi à parer ou esquiver l'attaque qui vous est reçue ou que vous souhaitez infliger. Personnellement, j'ai fait quelques modifications au niveau du système de règles au niveau des combats. Il y a des écarts de puissance aberrants entre un combattant très puissant et un combattant un peu faiblard. Et le combat va être à sens unique et ça va enlever tout le fun pour l'un des deux combattants. J'ai donc fait en sorte de diminuer l'influence de la stat de mêlée afin que les extrêmes soient moins extrêmes. J'ai aussi fait de légères modifications au niveau du système d'encombrement pour le rendre plus simple à calculer par exemple. Le jeu comprend à ce jour 4 suppléments. Le chemin des cendres, les champs du labyrinthe, Gould Old England et Rouge Horizon. On a fait l'acquisition du premier supplément, le chemin des cendres, mais on n'a pas assez d'heures de jeu dessus pour donner un avis concret, donc on n'en parlera pas plus que ça dans cette vidéo. Le premier supplément apporte en tout cas des précisions supplémentaires sur la Bretagne et la Normandie, des informations supplémentaires pour survivre dans le Westland, un peu de bestiaire en plus, et également une campagne qui s'étale sur tout le reste des suppléments. On a également fait l'acquisition de l'écran de maître du jeu que voici, l'écran est en 3 volets, c'est plus agréable que 2 je trouve, l'illustration est plutôt classe en tout cas. Voici également la map qu'il y avait avec, c'est en format un peu plus grand que du A2. Et avec ça, il y avait un livret qui explique la dynastie des Pendragons, donc c'est les différents rois, et également les différents prodiges. Malheureusement, j'ai perdu le livret, donc je pourrais pas vous le montrer, désolé. D'ailleurs, niveau matériel, le bouquin est plutôt solide, il a fait une chute du haut de mon étagère, il s'en est plutôt bien tiré. Donc la couverture rigide a fait le travail. Niveau illustration, à l'intérieur, c'est tout en noir et blanc, c'est dommage, on aurait aimé un peu de couleur. C'est rattrapé dans les suppléments. Le livre de base est vendu 48 € au prix éditeur, c'est 36 € pour les suppléments, et la map, le livret et l'écran du maître du jeu coûtent dans la vingtaine d'euros. Donc c'est pas donné, mais ça reste un JDR français, et ça c'est cool. Nous allons maintenant passer au bilan de cette critique. Au niveau des points forts de l'univers, déjà, il y a d'excellentes idées au niveau des pouvoirs, que ce soit la kobolderie ou les pouvoirs des psycheurs. Il y a vraiment des idées, des petites perles que vous pourrez vraiment vous inspirer et vous vous amuserez à utiliser, j'en suis sûr, dans cet univers. L'univers est excellent pour des campagnes, et la campagne d'ailleurs qui est présente dans les suppléments est vraiment sympa. L'univers incite à la narration, donc vous savez que nous, chez Destin Heroic, on est plutôt des maîtres du jeu de type narratif, et le jeu de rôle, ce jeu de rôle là, incite vraiment à la narration plutôt qu'à avoir un système trop simulationniste qui va ralentir l'action, donc ça c'est plutôt un bon point. Le système de règles est simple, il est plutôt agréable, c'est sympa de savoir quel dé on va jeter, d'avoir le choix, c'est un peu ludique, et cela dit ça reste vraiment simple à prendre en main. Ce qui est marrant à faire aussi dans cet univers en tant que maître du jeu, c'est d'essayer de faire deviner des choses aux joueurs en leur décrivant assez sobrement. Par exemple, si je vous dis que vous avez dormi dans une carcasse métallique recourbée, un peu rouillée, où il y a plusieurs entrées, il y a 4 entrées, et que c'est vachement étroit, et à la fin de leur session leur dire qu'en fait il ne s'agissait que d'une carcasse de voiture, ça ajoute un petit méta-jeu assez agréable. L'univers de manière générale est plutôt original, parce que quand même ça reste un univers futuriste, post-apo, médiéval, fantastique, et ça c'est pas commun. L'univers aime également prendre en compte le petit côté le contre-pied de ce que les joueurs peuvent connaître. Par exemple, dans Westland, les fées sont des créatures mutantes, c'est bien loin des petites créatures avec des ailes toutes mignonnes. Et certains diront que c'est également un point faible. Malheureusement, Westland n'est peut-être pas assez original puisqu'il reprend également des côtés de quelque chose qu'on a déjà vu. On connaît déjà les nains, les scroungers, ça nous dit un peu quelque chose. Les kobolds, c'est pas un nom qui nous est totalement inconnu. Donc peut-être que l'univers n'est pas assez original, mais ça reste peut-être dans ce contre-pied. Donc là, à mon avis, c'est à l'avis de chacun. Pour continuer sur les points un peu plus faibles du titre, le côté survie de l'univers est parfois complètement absent lorsqu'on a trop de joueurs. Ça va vraiment annuler le côté survie, ça risque de le transformer un peu en médiéval fantastique un peu trop classique. On peut également commencer un peu trop puissant. Si le groupe n'est pas hétérogène, ça va un peu casser un peu la mécanique, le rythme du scénario. C'est pour ça d'ailleurs que notamment au niveau des combats, j'ai modifié un peu le fonctionnement finalement.
L'intérêt en one-shot est plutôt limité. Westland est un univers vaste, il faut du temps pour tout explorer, il incite à créer des campagnes, ne serait-ce que par exemple dans la confection d'artifacts. Donc les artifacts, ce sont les objets que les ingénieurs fabriquent en quelque sorte. Et il faut des fois plusieurs semaines, plusieurs mois, et même certains demandent plusieurs années. Donc jouer à Westland en one-shot limite vraiment l'intérêt du titre. Si vous voulez vous orienter vers la campagne du livre, qui je le rappelle est très bien, il va vous falloir tous les suppléments. Ça revient assez cher et ça va en décourager certains. Mais bon, ça après ça reste compréhensible, forcément c'est le marketing, on peut pas leur en vouloir. Le bestiaire aussi, je trouve, dans le bouquin de base, même dans ce qui est dans l'extension, le supplément qui en rajoute un petit peu, ça reste un peu faible, on aimerait en avoir plus. Dans le livre, ils nous disent qu'il faut pas hésiter à créer son propre bestiaire en fonction de ses zones, mais on aimerait quand même en avoir plus. Le bestiaire est, je trouve, un peu trop limité. Cela dit, il faut quand même se souvenir que pour ces deux derniers points, il y a des ressources disponibles sur internet, notamment sur le site de l'Elfe Noir, qui est la communauté officielle de Westland, où il y a beaucoup d'aides de jeu, de ressources que vous pourrez retrouver sur ce forum. Donc n'hésitez pas à aller y jeter un coup d'œil pour vous inspirer par exemple. Westland est-il accessible aux nouveaux joueurs? Alors à cette question, je répondrai pas vraiment. Alors on peut pas vraiment nous dire le contraire puisqu'on a fait nos armes sur ce jeu de rôle, donc on prouve un peu le contraire. Mais je pense que c'est loin d'être le meilleur choix pour commencer. Faut savoir qu'il n'est pas évident à masteriser, il y a beaucoup d'éléments à prendre en compte pour un maître du jeu débutant. J'ai à mon actif une quinzaine de sessions dont 3 groupes différents et je suis encore loin de tout maîtriser. Après, c'est peut-être parce que je suis mauvais. C'est ça aussi qui rend Westland intéressant, c'est qu'il est plus compliqué par son lore que par ses règles. Si on se réfère que aux règles, un groupe débutant pourrait tout à fait s'en sortir. Mais maîtriser tous les problèmes liés à la politique, liés aux conflits entre les différentes villes, ça demande beaucoup de travail et c'est ça aussi qu'on aime dans le jeu de rôle, c'est que le background de Westland est vraiment bien travaillé. De plus, si c'est votre premier jeu de rôle, vous n'avez pas la petite subtilité du contre-pied dont j'expliquais tout à l'heure. J'ai fait jouer ce JDR à 4 autres membres de la communauté en leur demandant un peu d'analyser, d'avoir un esprit critique sur Westland afin d'en faire une petite analyse et ils ont été unanimes sur le fait que Westland est plus taillé pour des campagnes que pour des one-shots. Est-ce un bon jeu de rôle? Eh bien la réponse pour moi est clairement oui. Westland a de sacrées qualités et c'est bien dommage quand on sait qu'il n'est pas si connu et populaire que ça. Donc j'espère que cette vidéo vous aura peut-être donné envie de l'acheter ou au moins d'y jeter un coup d'œil. C'est pas une OPSP. Faut savoir que ça ne reste que notre avis, c'est notre sensibilité de joueur et le point de vue d'un autre groupe sera sans doute différent. Je serai en tout cas très curieux d'avoir votre avis dans les commentaires si vous n'êtes pas d'accord avec nous, si vous avez une vision différente ou si vous comptez vous le procurer ou même si vous avez des questions. Donnez également votre avis sur ce nouveau type d'émission sur la chaîne YouTube, ça nous ferait extrêmement plaisir et n'hésitez pas et n'oubliez pas surtout de vous abonner à notre chaîne YouTube et à nous suivre sur les réseaux sociaux, tous les liens sont dans la description. Et n'oubliez pas que votre imagination soit héroïque. Ah merde, c'est pas ça le slogan, viens on la refait.